Beaucoup d'études présentent leurs résultats sous forme de comparaison de risques. Oriane Weissman va aborder ici la question de la différence conceptuelle entre le risque relatif et le risque absolu. Bonjour à tous. Alors, on va discuter ensemble aujourd'hui du risque en statistique. C'est une notion qui est fondamentale à la fois dans les essais contrôlés randomisés et les essais épidémiologiques, puisqu'en fait, c'est le centre de notre réflexion, puisque toute notre réflexion de recherche est fondée sur le fait de comparer le risque, c'est de présenter un événement dans deux bras quand on compare un traitement, ou deux populations quand on fait une étude épidémiologique. Donc, pour la suite, j'ai pris un exemple ici avec, par exemple, une population de patients après un infarctus du myocarde, ceux qui sont traités par bêta-bloquants, ceux qui ne sont pas traités par bêta-bloquants, et est-ce que parmi ceux-là, certains vont présenter des troubles du rythme ventriculaire ou non. Donc, c'est une population de 200 patients avec 4 troubles du rythme ventriculaire dans le groupe bêta-bloquant et 10 dans le groupe sans bêta-bloquant. Donc ensuite, pour exprimer sa différence de risque entre plusieurs groupes, on a différentes possibilités. La première, c'est le risque absolu. C'est la manière la plus facile d'exprimer la différence de risque. C'est juste une soustraction entre les deux groupes. C'est-à-dire que dans mon groupe sans bêta-bloquant, j'ai 10% de risque. Dans le groupe avec, j'ai 4%. Et donc, ma différence de risque, c'est la soustraction entre ces deux risques. Si elle est positive, ça veut dire que mon risque augmente. Si elle est négative, ça veut dire qu'il diminue. C'est juste l'expression simple de la différence de risque entre mes deux groupes au sens propre. Une autre manière d'exprimer la différence de risque entre deux groupes, c'est de l'exprimer de manière proportionnelle. C'est-à-dire, est-ce que dans mon groupe avec bêta-bloquant, le risque est augmenté ou diminué de présenter l'événement proportionnellement à mon groupe contrôle, c'est-à-dire mon groupe sans bêta-bloquant. Donc, c'est plutôt un ratio. C'est ça, cette notion-là qu'on appelle la réduction relative du risque, qui est utilisée assez rarement finalement dans les essais, mais qui a le mérite d'exprimer de manière proportionnée, si vous voulez, la modification du risque. Une troisième manière d'exprimer la modification de risque entre deux groupes, c'est le risque relatif. Donc finalement, il est corrélé à la réduction relative du risque, mais de manière assez paradoxale, c'est cette notion-là qui est la plus utilisée en statistique et dans les articles de recherche, c'est-à-dire c'est plutôt un reflet de la probabilité que mon risque augmente quand le risque relatif est supérieur strictement à 1 ou qui diminue quand il est strictement inférieur à 1 dans mon groupe intervention. C'est-à-dire que finalement, si mon risque relatif dans cet exemple est égal à 0,40, ça veut dire que j'ai 0,40 fois moins de risque de présenter l'événement dans le groupe bêta-bloquant que dans le groupe sans bêta-bloquant. Donc, j'ai une probabilité diminuée de présenter des troubles du rythme ventriculaire si je prends des bêta-bloquants. Donc finalement, quelle est la différence entre ces deux notions? Eh bien, quasiment aucune, puisqu'on peut retrouver l'une à partir de l'autre. Le risque relatif peut être exprimé à partir de la réduction relative du risque et inversement. Donc en fait, de manière assez arbitraire, c'est le risque relatif qui est utilisé dans les études, mais les deux expriment une modification proportionnelle du risque dans mon groupe traitement versus mon groupe contrôle. Enfin, une dernière notion qui est le nombre de sujets à traiter ou le nombre de sujets avant de nuire, c'est respectivement number needed to treat et number needed to harm, qui peuvent s'exprimer en lien, eux, avec la réduction absolue du risque. Donc finalement, c'est une notion qui est liée avec mon risque absolu et qui dépend des caractéristiques de ma population. Donc, il peut s'appliquer qu'aux essais contrôlés randomisés et dans ma population d'études, donc pas pour faire des comparaisons entre essais. Si dans l'exemple que j'ai utilisé, j'ai un number needed to treat qui est égal à moins 17, ça veut dire que j'ai un bénéfice dans mon traitement. Donc, je dois traiter 17 patients pour éviter un trouble du rythme ventriculaire. Au contraire, si je parle d'un number needed to harm, donc nombre de sujets avant de nuire, c'est plutôt pour un effet délétère. Par exemple, si j'ai un number needed to harm qui est à, par exemple, 9, ça veut dire que je dois traiter 9 patients avant d'observer un effet indésirable, c'est-à-dire peut-être 9 patients avant une hémorragie significative sous anticoagulant, par exemple. Donc, c'est deux notions qui permettent d'exprimer de manière simplifiée le risque soit bénéfique, soit délétère.
Donc finalement, le risque, ça peut s'exprimer de plein de manières, de la plus simple à la plus complexe. La plus simple, c'est le risque absolu qui est corrélé au nombre de sujets à traiter ou au nombre de sujets avant de nuire. Elle se complexifie un peu plus quand on parle de réduction relative du risque. Et enfin, in fine, le risque relatif, qui est la manière la plus synthétique d'exprimer la modification du risque et qui est celle qui est utilisée le plus souvent dans les études, avec un chiffre absolu entre 0 et 1 million. En tout cas, c'est un chiffre qui est articulé autour de la valeur de 1, qui est toujours positif. De toute façon, l'expression du risque a un intérêt à la fois dans les essais épidémiologiques quand on étudie une population et dans les essais randomisés quand on recherche à évaluer l'efficacité d'un traitement. J'attire à nouveau votre attention sur le fait que le nombre de sujets à traiter et le nombre de sujets avant de nuire sont des notions qui sont dépendantes de chaque population et qui ne peuvent donc pas être utilisées pour comparer les effets de plusieurs médicaments entre plusieurs études. En pratique, au-delà des méthodes de calcul des risques, le risque relatif est spécialement important à connaître pour juger de l'intérêt d'un traitement pour un individu. Chez un patient qui va présenter telle ou telle pathologie, dans quelle proportion le traitement X va-t-il réduire tel ou tel type d'événement par rapport au traitement Y ou par rapport à un placebo? Le risque absolu, lui, c'est la différence absolue dans la survenue de l'événement entre le traitement X d'une part et le comparateur. Il est important en termes de santé publique à l'échelle d'une population et il peut être mis en balance avec le coût du traitement pour déterminer si, à l'échelle de la population, la société est fondée à payer plus cher le nouveau traitement. Prenons l'exemple d'un traitement qui réduit de 50% le risque d'une complication très rare, un cas pour 1000 personnes traitées, avec une baisse absolue de risque de 0,5 pour les 1000 personnes. Cela représente une baisse de risque en pourcentage de 0,005%. Face à un patient donné, cette réduction de risque a du sens. En tant que médecin, on se doit de proposer au patient le meilleur traitement possible. En revanche, la société n'a pas forcément intérêt à financer ce nouveau traitement, car l'argent public serait probablement plus efficacement dépensé ailleurs, par exemple pour financer des mesures anti-tabac. En somme, risque relatif et risque absolu constituent deux approches complémentaires avec une signification qui est véritablement distincte.